Notre première vidéo de point de vue vient de Dr. Danica Van Proosdie, professeure au département de géographie et d'études environnementales à l'Université St. Mary's. Elle fait des recherches sur l'impact de facteurs tels que les changements climatiques sur les 240 km de digues en Nouvelle-Écosse. La professeure, son équipe de recherche et ses étudiants travaillent à différents emplacements de digues dans la province. Il n'y a pas de solution rapide globale pour tous. Le scientifique examine des facteurs individuels, tels que l'emplacement, l'utilisation des lieux et l'infrastructure protégée par les digues. Chaque digue est gérée différemment. Dr. Van Proosdie crée des solutions qui travaillent avec la nature et l'environnement, au lieu de les contrecarrer. Une digue est une structure en terre qui sert principalement à protéger les terres agricoles, mais il protège également désormais les infrastructures ainsi que les villes et les communautés situées principalement autour de la baie de Fundy. Un aboiteau est l'un des ouvrages utilisés à l'intérieur d'une digue elle-même. Il s'agit d'une porte à sens unique qui permet à l'eau douce de s'écouler lors d'événements pluvieux. Mais il se ferme en fait. C'est un volet qui se ferme à la marée montante quand la marée est haute et qui empêche ensuite l'eau salée de pénétrer dans les terres agricoles qui s'y trouvent derrière. Il y a 6 définitions dans la vidéo. Prenez des notes pour chacun. La plupart des définitions apparaissent dans cette section. Le premier, comme mentionné par le professeur d'université, est un aboiteau. Ça s'écrit A-B-O-I-T-E-A-U. Un aboiteau, une structure de régulation d'eau, constituée d'une vanne de marée à l'extrémité d'un ponceau qui régule le débit d'eau entre une zone d'eau, de marée et une zone de haute terre drainée. Selon l'utilisation des terres derrière la digue et son degré d'activité, cela dictera l'action que nous prendrons avec la digue elle-même. Dans certains cas, cela peut signifier compléter une digue si nous protégeons une infrastructure vraiment précieuse. Dans d'autres zones, c'est peut-être plus stratégique et nous reculons la digue. Les digues sont importantes pour l'environnement pour diverses raisons. Elles assurent cette transition en termes de diversité de l'habitat pour les terres agricoles qui se trouvent derrière, ainsi que pour les zones de haute terre qui se trouvent derrière. Elles fournissent certaines terres agricoles les plus fertiles de la province. Notre deuxième définition est celle des hautes terres, les zones d'altitude plus élevées et de sol plus sec qui sont adjacentes ou entourant des marais agricoles ou des régions humides. Mais le marais de l'Estran ou le marais qui se trouve devant les digues, ces deux zones sont particulièrement importantes pour les espèces pollinisatrices. Notre troisième définition est le marais littoral. Littoral s'écrit L-I-T-T-O-R-A-L. Un marais littoral est une zone de marée végétalisée qui existe dans la zone entre la marée haute et la marée basse. Les marais de l'Estran sont vraiment importants. Ce sont en partie les vestiges d'anciens marais et dans certains cas, ils se forment également après la construction d'une digue. Mais ils comprennent la première ligne de défense des communautés côtières pour se protéger contre les ondes de tempête et l'érosion côtière. Alors qu'on voit une élévation croissante du niveau de la mer, un risque accru d'érosion, certaines de ces zones de digues sont désormais menacées. Si des digues sont rompues dans la province, selon l'endroit où cette rupture s'est produite, nous avons un potentiel important de pertes économiques et également de pertes permanentes d'infrastructures, d'agriculture et de moyens de subsistance. Par exemple, prenons l'exemple si nous avions une brèche dans la région de l'isthme de Chignecto-Tentramar, dans la région de Tentramar, coupant l'autoroute transcanadienne. C'est là 50 millions de dollars de commerce par jour qui seraient bloqués du reste du Canada, donc c'est vraiment important. Notre quatrième définition est la brèche, qui s'écrit B-R-E-C-H-E. Le processus par lequel une grande quantité d'eau s'écoule au-dessus ou à travers d'une digue, entraînant la destruction partielle ou complète de la digue. Cela peut se produire lorsque les eaux de marée dépassent la hauteur de la digue, provoquant le débordement de l'eau sur sa surface et inondant la zone environnante. Une brèche peut également se produire lorsqu'une section de la digue est enlevée, soit intentionnellement ou non, permettant à l'eau de s'écouler à travers l'ouverture et dans la zone protégée. Nous travaillons tous avec le ministère de l'Agriculture
car en fin de compte, ils font partie intégrante de la prise de décision. Ils sont les principaux décideurs quant à l'endroit où les digues seront réalignées. Le ministère de l'Agriculture, je les consulte et travaille avec eux depuis environ 2 décennies pour les aider à développer des meilleures pratiques de gestion, pour travailler avec l'environnement naturel plutôt que contre cet environnement. On a calculé qu'environ 80 des zones humides de marée ont été perdues dans la province, principalement à cause de l'endiguement, mais aussi à cause de la construction de ponts jetés et de barrières de marée dans la province. Notre 5e définition est des zones humides à marée. Des écosystèmes côtiers qui sont influencés par le flux et reflux des marées. Elles se caractérisent par la présence de végétation des zones humides, comme des herbes, des roseaux et des arbustes tolérants au sel, et sont régulièrement inondées par les marées. Les zones humides à marée se trouvent dans des zones où la terre est proche ou en dessous du niveau de la mer. Ils sont généralement situés à l'interface entre la terre et la mer. Elles peuvent se produire dans les estuaires, les baies et autres plans d'eau peu profonds et peuvent prendre diverses formes, notamment les marais salés, les mangroves et les vasières. Notre 2e point de vue vient de Colin Weaver. Colin est gestionnaire des projets d'immobilisation au ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse. Colin s'assure que le projet de mise à niveau des digues se déroule dans les délais, dans le respect du budget et que chaque digue est gérée individuellement et de manière responsable pour toutes les parties prenantes. Les parties prenantes comprennent toutes les personnes susceptibles d'être touchées par les changements apportés aux digues de la Nouvelle-Écosse. Ces personnes et ces groupes comprennent des propriétaires d'entreprises, des propriétaires, des agriculteurs, le gouvernement, les Mi'kmaq et bien d'autres. Colin rencontre régulièrement toutes les parties prenantes. La province entretient nos 81 marais agricoles, les 240 km de digues associées et environ 250 aboiteaux, répartis dans toute la province, de près du Yarmouth jusqu'à la région d'Amherst et tout le long de la baie de Fundy. Le projet de la mise à niveau du système de digues est un projet fédéral-provincial à frais partagés, financé à 50 % par le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, et à 50 % par le gouvernement provincial. C'est un projet de 50 millions de dollars pendant 9 ans se terminant en 2028. Le système de digues en Nouvelle-Écosse protège les marais agricoles. Lorsque les digues ont été construites à l'origine dans les années 1700 par les Acadiens, ils ont endigué les marais salés existants pour créer ces marais agricoles. Les marais agricoles sont, bien sûr, utilisés pour produire toutes sortes de produits agricoles, les cultures, les pâturages, etc. Et nos marais salés, du côté océanique de la digue, offrent un niveau de protection vers la digue, ainsi qu'un habitat pour les poissons et d'autres espèces aquatiques. Les digues ont été révisées par le gouvernement fédéral vers les années 1950 à 1960. C'était l'administration de l'utilisation des terrains marécageux des provinces maritimes. Et c'est vraiment la dernière fois qu'il y avait d'importants travaux d'immobilisation sur les digues en Nouvelle-Écosse. Nous sommes maintenant 60 à 70 ans après cette date, et un certain nombre de nos digues commencent à atteindre la fin de leur durée de vie utile. Nous savons que le changement climatique arrive. Nous savons que cela a déjà commencé. Nous savons que cela s'accompagne d'une élévation du niveau de la mer et d'une aggravation des tempêtes. Et nos infrastructures côtières et nos digues vont subir le poids de cet impact. Nous savons que d'ici 2050, l'élévation du niveau de la mer sera d'environ 1 pied et d'ici 2100, elle sera d'environ 1 mètre, donc 3 pieds. Et étant donné que nos digues existantes sont en fin de vie utile, elles seront déjà trop courtes. Donc, avec cette élévation du niveau de la mer à venir, ces tempêtes qui s'aggravent, nous savons que nous devons procéder à ces améliorations capitales des digues pour augmenter leur hauteur. Les digues en Nouvelle-Écosse protègent environ 17 400 hectares de terre, dont environ 14 000 sont des terres cultivables. Donc, environ 10 % des terres agricoles de la Nouvelle-Écosse sont des terres protégées par des digues. Si cette terre était perdue, bien sûr, nous verrions un impact significatif sur la capacité de la province à produire de la nourriture. En outre,
Dans les années qui ont suivi, depuis les années 50 et 60, il y a eu un certain nombre d'autres projets d'infrastructures autorisés sur certaines de ces terres agricoles, qui sont maintenant protégées par des digues, qui seraient inondées si les digues n'étaient pas là. Ainsi, par exemple, à Wolfville, la station d'épuration des eaux usées se trouve sur le marais agricole protégé par la digue. Si cette digue était rompue, cela aurait un impact important sur la ville de Wolfville. Wolfville, Nouvelle-Écosse, février 2022. Inondation de la station d'épuration. La 6e définition est les systèmes de terre endigués. Cela fait référence aux éléments interconnectés d'une zone de terre endiguée qui facilite les activités agricoles, économiques, culturelles et biologiques. Cela comprend la digue, les aboiteaux, le réseau de drainage, le marais d'estran, la zone intertidale et le marais agricole. Ces éléments travaillent ensemble pour assurer le fonctionnement efficace du système de digues. Dans la Nouvelle-Écosse, le système provincial de digues englobe tous les digues, aboiteaux et marais agricoles. Il existe également 81 systèmes de terre endigués, individuels, qui incluent les composants mentionnés ci-dessus, chacun avec son propre nom, tels que les systèmes de terre endigués Grand Pré. La compréhension et la gestion des composants d'un système de terre endigué sont essentielles pour assurer la durabilité de ces zones et des communautés qui en dépendent. Notre 7e définition est marais agricole. Les marais agricoles font référence aux terres basses qui sont protégées par une digue et principalement utilisées à des fins agricoles, bien que d'autres utilisations puissent également être présentes. Ces zones sont caractérisées par des conditions de sol humides, qui peuvent être influencées par leur proximité avec des sources d'eau naturelles, telles que des rivières, des ruisseaux ou des zones humides. Notre 3e point de vue vient d'Alexander de Souza. Alex est le directeur de l'ingénierie de la ville de Wolfville. Il reste en contact avec le gouvernement provincial et gestionnaire des projets d'immobilisation Colin Weaver. Le travail d'Alex consiste à s'assurer que toute modification ou mise à niveau des 2 systèmes de digues à Wolfville est dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes de la région de Wolfville. Cela comprend les entreprises, les agriculteurs, les résidents, les résidences pour personnes âgées, le gouvernement municipal et plusieurs autres parties intéressées. Le projet de reconstruction de la digue est dirigé par la province de la Nouvelle-Écosse. C'est à nous, au niveau municipal, de communiquer avec les parties prenantes du projet au fur et à mesure qu'elles développent la portée du projet, afin que nous comprenions comment le projet impacte la ville. Le système de digue Bishop-Betwith se termine à l'ouest du port de Wolfville et le système de digue Grand Pré se termine à l'est du port de Wolfville. Et ce que nous avons entre les deux, c'est cette zone du Waterfront Park, ici, et un sentier converti à partir d'un ancien chemin de fer passe par ce système. La rivière Cornwallis, elle, rejoint le bassin Menace, et le bassin Menace se connecte à la baie de Fundy, qui accueille les marées les plus hautes du monde. Donc, entre le centre-ville de Wolfville et la rivière Cornwallis, se trouve le havre de Wolfville, ici, dont le niveau d'eau est influencé par les marées. Notre rôle est de comprendre les risques associés aux inondations, au changement climatique et de mettre en œuvre un plan d'atténuation des risques d'inondation. Nous devons également comprendre quelles autres mesures doivent être prises pour accroître la résilience de la communauté aux inondations côtières et aux précipitations extrêmes. Le changement climatique entraîne une augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains de ces événements de tempête. Donc, ce qui aurait pu être un événement de tempête irrégulier 50 à 100 ans dans le passé devient un événement plus régulier maintenant. Ainsi, dans la pratique d'ingénierie typique, la taille des conduites d'égouts pluviales ou la hauteur des digues, dans ce cas, est définie sur la probabilité statistique qu'un événement de tempête particulier soit dépassé. Le rivage existant du havre de Wolfville consiste en un mélange de sols de marais naturels.
il y a une protection rocheuse naturelle et placée par l'homme, comme la pierre de protection, et bien sûr, il y a aussi des engouffrements en bois autour de certaines des structures du quai. Toutes les mesures de protection du littoral existantes qui sont en place devront maintenant être améliorées, soit en les rehaussant, soit en les remplaçant par un autre moyen pour combler l'écart entre les digues qui sont en cours de rénovation dans la province. Les 375 mètres entre les deux digues sont essentiellement comme une porte d'entrée dans la ville et ses environs. Donc, si vous construisez 2 murs de chaque côté de la ville et laissez le milieu ouvert, c'est une porte qui peut permettre à l'eau d'entrer par là si nous ne l'abordez pas. Là où la digue passe par des terres agricoles, si l'eau passe par des parties de la digue qui n'ont pas été construites, alors elle est également à risque. Notre 4e point de vue vient de Dean Manning, un agriculteur de Falmouth en Nouvelle-Écosse qui exploite l'agriculture avec sa famille depuis 25 ans. Dean dit que la terre qu'il possède, qui est protégée derrière les digues, contient les sols les plus productifs et les plus riches de toute sa propriété. Ainsi, la protection des digues est extrêmement importante pour lui, sa famille et sa ferme, afin qu'il puisse continuer à cultiver et à produire des aliments frais et sains pour les Néo-Écossais. Là où se trouve notre ferme, ici à Falmouth, nous sommes dans la vallée d'Avon, avec le lac Pisiquid et les digues qui en découlent. Donc, c'est le marais de la grande digue de Falmouth, et nous sommes juste au bord du marais. Ainsi, la ferme est au bord du marais, qui se transfère dans des hautes terres et des terres agricoles, ainsi que la digue. Ici, sur notre ferme, nous cultivons environ 300 acres de terre, et un peu plus de 100 acres de cela sont des terres digues que nous utilisons. Donc, si les marées montaient, et que les aboiteaux n'étaient pas là, et que les digues n'étaient pas là, ce serait complètement inondé. Les sols de digues ici, nous les appellerons en quelque sorte la crème de la crème sur nos terres agricoles, car ce sont nos meilleurs sols. Ce sont des sols profonds. Si vous allez dans les hautes terres, vous n'aurez peut-être que 6, 8 ou 10 pouces de bonne terre. Ou si vous entrez dans les digues, alors vous creusez, il descend plusieurs pieds de bonne terre végétale ou de sol pour faire pousser des cultures. C'est important que nous entretenions les aboiteaux, afin que l'eau salée ne monte pas dans les canalisations principales ou les fossés de drainage, car il y a ce problème d'intrusion d'eau salée sous le sol et l'action capillaire des plantes en tirant. Donc, vous avez cette profondeur, on dirait, de cette zone d'enracinement de la plante. Donc, si vous avez cette accumulation avec tous ces nutriments riches des digues et que vous pouvez éliminer les toxines de sel qui seraient là à cause des actions des marées dans le passé, vous avez amélioré cela pour cultiver de la nourriture pour votre communauté et la diversité des cultures que vous pouvez faire pousser sur ces sols. Les cultures que nous cultivons sur notre ferme, nous avons des serres pour nos jardins maraîchers. Donc, d'un côté de la serre, nous cultivons des tomates et des concombres, de la laitue, des feuilles de betterave et des épinards, du mesclun et beaucoup de carottes et d'oignons. Avec les bovins de boucherie, nous élevons principalement des vaches commerciales, des bovins Red Angus de race pure ici, et nous produisons tous nos propres aliments pour notre bétail, et nous cultivons du maïs pour l'ensilage de maïs pour le bétail, ainsi que nos propres fourrages. Nous cultivons également du seigle et de l'avoine pour l'alimentation du bétail, ainsi que du foin pour la litière. C'est à peu près une opération autonome autant que nous pouvons le faire. Nous avons environ 80 vaches de boucherie qui élèvent 80 veaux de boucherie par an, en outre des génisses de remplacement. Et si nous n'avions pas les digues à partir desquelles nous produisons des fourrages, nous aurions besoin de réduire cela de manière importante. Nous pourrions avoir 20 à 30 vaches dans ce cas-là. La valeur du maintien de la digue pour les agriculteurs, et vous devez prendre du recul pour l'examiner, ce n'est pas vraiment pour les agriculteurs, c'est pour la société en général. C'est extrêmement important que nous les maintenions. C'est extrêmement important que nous les améliorions, car la nourriture ne doit pas être tenue pour acquise.
Notre 5e point de vue vient d'Andy Reardon, une propriétaire terrienne à Granville Ferry, en Nouvelle-Écosse. Andy est la secrétaire de la Société du marais d'Enteballis. Les sociétés des marais sont des groupes de personnes qui aident à gérer et à protéger les marais de la Nouvelle-Écosse, qui sont des terres agricoles protégées. Andy est propriétaire d'une petite partie des 800 acres de marais dans la région. Elle permet à un fermier des marais local de faucher la terre gratuitement. En retour, elle demande aux fermiers de tondre le foin, à condition qu'il ne commence qu'après la mi-août, lorsque la plupart des jeunes oiseaux chanteurs ont quitté leur nid. Les Acadiens ont construit ces digues pendant les années 1600 et elles sont toujours là aujourd'hui. Et les agriculteurs les cultivent toujours et la communauté récolte toujours les bénéfices de ces marais. Vous avez un marais salé, qui est la zone juste à côté de la rivière à marée. Cela a été construit au fil des siècles et c'est très précieux parce qu'il filtre les polluants. Il empêche les inondations et écologiquement, c'est très important aussi. Ensuite, vous avez les digues. Ces digues sont tout au long des marais salés. De l'autre côté des digues, vous avez les marais, qui sont des terres agricoles. Et puis, il y a les hautes terres. Vous avez les hautes terres, les terres agricoles, les digues, puis vous avez le marais salé, puis l'océan. Et c'est comme ça depuis des siècles maintenant. Les marais sont aussi de belles prairies et ils soutiennent beaucoup d'écologie, des oiseaux, mammifères et reptiles, et ainsi de suite. En 1880, les agriculteurs de cette région se sont réunis. Il y avait plusieurs familles et ils voulaient protéger les marais. Et ils ont développé ce qu'on appelle les marsh bodies. C'est notre responsabilité de protéger les marais et de nous assurer qu'ils sont utilisés pour l'agriculture, point final. Et il y a des gens qui disent non, enlevez ces digues, transformez-le à nouveau en marais salés. Je comprends leur point parce que les marais salés sont très bénéfiques et ils ont fait beaucoup de restauration de marais salés dans la région de Chevry et dans la partie supérieure de la baie de Fundy et ça a été tout à fait extraordinaire. Mais en même temps, nous perdons des terres agricoles. C'est toujours à ces choses qu'il faut penser. Quels sont les avantages pour aujourd'hui et quels sont les avantages pour 50 ans à partir de maintenant? Personnellement, je pense que ce sera un marais salé dans 50 ans. On est peut-être à la fin d'une époque. Notre 6e point de vue vient de Claude Degrasse. Claude est le directeur général du paysage de Grand Pré. Claude a été un chef de file dans la demande de reconnaissance de Grand Pré comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Grand Pré a reçu cette désignation prestigieuse en 2012. Claude est passionné par la préservation du site et ce que cela signifie pour les Acadiens, les Néo-Écossais et les Canadiens. Ces digues ont été créées devant les plus hautes marées du monde par un système très ingénieux par les Acadiens. Ainsi, les Acadiens ont été déportés en 1755, mais leur savoir et leur savoir-faire ont été transmises aux planteurs et à des générations d'agriculteurs, afin que l'héritage des Acadiens créant ces terres endiguées soit maintenu. Ils connaissaient bien l'endiguement de l'ouest de la France. Donc, en gros, ils ont commencé à Port-Royal pour endiguer les terres autour de la rivière Dauphin, la rivière Annapolis actuelle. Une fois que les Acadiens ont utilisé toutes les terres là-bas, ils sont partis. Ils ont cherché des régions en Nouvelle-Écosse qui pourraient produire des terres endiguées très fertiles. Le premier endroit était Beaubassin, à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Ils sont allés à Truro, Cobequid et Windsor, et Pisiquid, et ils sont venus à Grand Pré en 1682. Les digues sont des marais salés qui ont été transformés en terres agricoles. Une fois qu'une zone de marais salé est endiguée, il faut environ 3 ans pour que l'eau de pluie et la neige extraient le sel du sol pour qu'il devienne productif. Donc, vous ne pouvez pas simplement clôturer une zone et planter parce que c'est trop salé. L'eau de pluie dessale essentiellement les terres endiguées et elles deviennent des terres agricoles. Les digues sont importantes pour la Nouvelle-Écosse et pour le Canada et pour le monde en quelque sorte
parce qu'elles ont été reconnues par l'UNESCO. Pour les Néo-Écossais, elles sont importantes parce que les digues font pousser les cultures qui nourrissent en effet les vaches, qui produisent le lait, qui soutiennent l'industrie laitière. Ce lieu a conservé une grande partie de son caractère en termes d'agriculture rurale. Le district rural de Grand-Pré a été nommé le premier district rural historique du Canada. Donc, ces deux facteurs nous ont aidés à générer l'idée d'aller à l'UNESCO, en effet. Ce fut le point culminant de ma carrière à Grand-Pré. Quand je regarde l'année 2012. Ce fut un moment décisif. Non seulement les Acadiens étaient en fête, les planteurs étaient là au centre d'accueil à Grand-Pré. C'était vraiment une célébration de beaucoup de gens qui avaient déployé beaucoup d'efforts entre 2002 et 2012 pour obtenir une inscription à l'UNESCO. Cet endroit est important pour l'humanité tout entière. C'est une grande responsabilité. Notre 7e et dernier point de vue vient de la chef d'entreprise Mi'kmaq, Nadine Bernard. Nadine est de la Première Nation Wécoba, au Cap-Breton, mais vit actuellement à Truro, en Nouvelle-Écosse. Elle est présidente et chef de la direction d'Indigivisor Advisor and Consulting. Nadine est une ardente défenseur de la préservation des droits issus de traités et de la culture autochtone. Les Mi'kmaq sont les premiers peuples de la Nouvelle-Écosse. Leur société a prospéré dans la province. Pendant des milliers d'années, sans utiliser ni avoir besoin de digues. Nadine croit fermement que tout objet fabriqué par l'homme qui interfère avec le cours naturel de l'eau et les écosystèmes qui l'entourent est contre les droits issus de traités des Mi'kmaq. Notre 8e et dernière définition aujourd'hui est droits issus de traités. Ce sont des droits reconnus par le gouvernement fédéral du Canada pour tous les peuples des Premières Nations. Les droits issus de traités comprennent des dispositions pour des activités comme la chasse, la pêche et la cueillette. Les traités sont des ententes conclues entre le gouvernement fédéral, les peuples autochtones du Canada, les provinces et les territoires. Ils définissent les obligations permanentes et soulignent les droits et avantages accordés à chaque groupe concerné. Ils ont été officiellement reconnus et affirmés dans l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 du Canada. Les droits issus de traités sont également une partie importante de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Nous sommes des protecteurs de l'eau et de la terre. Il est donc notre responsabilité de nous assurer que les activités qui sont menées, qui affectent l'environnement naturel, ce qui affectera ensuite nos droits issus de traités afin que nous puissions chasser, pêcher, cueillir, que l'environnement soit protégé. C'est non seulement le cas que les Mi'kmaq ont un profond respect, c'est que nous avons une responsabilité. Nirkulunk est une philosophie au sein des cultures autochtones. En effet, ce qu'on appelle souvent la durabilité, l'équilibre entre ce que vous prenez et ce que vous donnez, et en laissant suffisamment pour qu'il se reconstruise en permanence pour les générations à venir. Nirkulunk, dans ses 3 références de respect, responsabilité et durabilité, c'est que nous devons respecter l'environnement. Donc, si vous marchez dans une zone et que vous voyez qu'elle a déjà été récoltée, les gens ont déjà cueilli les baies ou ont cueilli le médicament, que vous le respectez suffisamment pour dire « pas aujourd'hui, ce n'est pas à mon tour de se faire ici aujourd'hui ». Nedugulimk est un concept ou un mode de vie essentiel pour les Mi'kmaq. Il incarne la relation physique, émotionnelle, cognitive, sociale et spirituelle d'une personne avec tout, y compris la terre, les êtres vivants, les êtres non vivants et toutes choses. Les 4 valeurs fondamentales de Nedugulimk sont le respect, la responsabilité, la relation et la réciprocité. Le système de digues et le système d'aboiteaux sont d'origine acadienne. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé ici, en fond, et dont la considération de la vie végétale et la vie des poissons à l'intérieur n'a pas été prise en compte. Et ces choses sont si importantes pour les Mi'kmaq en ce qui concerne le traité. C'est un sujet très compliqué et très émouvant dont il faut discuter, et les Mi'kmaq adoptent une position ferme sur cette conversation. Les Mi'kmaq ont été très catégoriques et très loquaces sur la protection de l'environnement et de tout type de structures artificielles qui modifient le cours de l'eau
et modifie les espèces naturelles dans l'eau qui alimentent nos droits issus de traités. Je crois fermement que toute structure artificielle qui perturbe l'environnement naturel est en opposition directe avec nos droits issus de traités en tant que bénéficiaires Mi'kmaq. Revenons aux reconnaissances des territoires. Ainsi, dans une reconnaissance de territoire typique, on dirait « Nous reconnaissons que nous sommes en Mi'kmaqui », qui est la terre ancestrale et traditionnelle des Mi'kmaq. Nous ne le voyons pas comme un endroit étant notre maison. Nous voyons tout le territoire comme étant notre maison et nous étions fluides là, où nous allions chasser, pêcher, cueillir et rester. Nous ne nous considérons pas tant comme les propriétaires de cette terre que comme les protecteurs de cette terre.